Cette horreur est démolie aujourd'hui, lança maman au bulldozer. Papa et la famille regardèrent la destruction commencer. Le contremaître demanda ma vérification d'identité. La police était à 3 minutes. Mais l'appel téléphonique arriva à 6h47 du matin un mardi. Nous nous occupons de la situation de la maison de plage aujourd'hui, annonça ma mère sans préambule. Pas de salutations, pas de demande de mes nouvelles, juste le ton froid et sec qu'elle utilisait avec moi depuis les 3 dernières années. Je me redressai dans mon lit. Mon studio était encore sombre. Quelle situation de la maison de plage? La propriété de votre grand-mère. Elle est vide depuis 8 mois. La famille a décidé qu'elle devait partir. Ma poitrine se serra. Partir où? Nous allons la faire démolir. Le terrain se vendra beaucoup plus cher que cette structure en décrépitude ne le ferait jamais. Votre père a déjà engagé une entreprise. Il commence à 9h. Je regardai l'horloge, 2h13. Vous ne pouvez pas simplement démolir la propriété de quelqu'un, dis-je, gardant ma voix égale. Ma mère rit. Ce rire particulier qui avait accompagné chaque rejet de mes opinions d'aussi loin que je me souvienne. C'est une propriété de famille, ma chérie. Et puisque vous n'avez absolument rien apporté à cette famille depuis des années, vous n'avez pas votre mot à dire. Les déceptions ne méritent pas d'héritage. La ligne se coupa. Je restai assise là pendant 30 secondes, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant le silence. Puis je me levai, ouvris mon classeur et en sortis un dossier que je gardais depuis les funérailles de ma grand-mère, il y a 9 mois. À l'intérieur se trouvaient 3 documents, un acte, un certificat de fiducie et une lettre manuscrite. Je passai 3 appels téléphoniques, le premier à mon avocat, le second à la ligne non urgente de la police, le troisième à un serrurier que j'avais en attente pour ce scénario exact. Puis je m'habillai, préparai du café et me rendis en voiture à la maison de plage que ma famille était sur le point de détruire. La propriété avait appartenu à ma grand-mère pendant 42 ans. Elle l'avait achetée en 1983 avec l'argent de sa première entreprise, une petite firme comptable qu'elle avait bâtie à partir de rien après la mort de mon grand-père. La maison elle-même était modeste, 3 chambres, 2 salles de bain, peintes en bleu-gris pour s'harmoniser avec l'océan. Elle se trouvait sur un demi-acre avec un accès direct à la plage, entourée de cyprès qui avaient résisté à des décennies de tempêtes. J'y avais passé tous les étés de mon enfance. Ma grand-mère m'a appris à nager dans ces vagues. Nous avions ramassé des coquillages tous les matins, fait des châteaux de sable élaborés et veillé tard à regarder des pluies de météores depuis la terrasse. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents ont cessé de m'y emmener. « Tu es assez grande pour rester à la maison », avait dit mon père. Ce qu'il voulait dire, c'était « tes frères et sœurs ont plus besoin de la chambre, et tu n'as de toute façon jamais été notre priorité ». J'avais rendu visite seul après cela, prenant le bus, puis conduisant moi-même plus tard. Ma grand-mère et moi nous asseyions sur la terrasse pendant des heures, parlant de tout, mes rêves de devenir enseignante, ses histoires sur la construction de son entreprise, la dynamique familiale qu'aucune de nous ne pouvait changer. Il ne vous voit pas clairement, m'a-t-elle dit lors de ma dernière visite 3 semaines avant son accident vasculaire cérébral. Ils ont décidé qui vous êtes, et rien de ce que vous ferez ne changera cette histoire dans leurs esprits. Elle avait raison. J'avais été étiqueté tôt, la sensible, l'impratique, la déception. Mon frère était celui qui avait réussi, un avocat d'entreprise avec un bureau de coin. Ma sœur était l'enfant en or, mariée à un médecin, 2 enfants parfaits. J'étais l'enseignante qui avait abandonné un programme de maîtrise pour prendre soin de notre grand-mère pendant sa dernière maladie. Ce choix avait scellé ma réputation. Ma mère avait voulu placer grand-mère dans un établissement. « Tu gaspilles ton avenir », avait-elle dit lorsque j'avais emménagé dans la maison de plage pour fournir des soins à temps plein. Pourquoi faire? Elle ne te reconnaît même pas la moitié du temps. Mais elle me reconnaissait chaque jour. Et pendant ces 6 derniers mois, nous avions parlé de tout ce qui importait, y compris de ce qui se passerait après sa mort. Je change mon testament, m'a-t-elle dit un après-midi, sa voix toujours forte malgré son corps défaillant. La maison de plage vous revient. À vous seul. Maman et papa ne l'accepteront pas. Ses yeux étaient féroces. Cet endroit est à vous. Vous êtes la seule à l'avoir jamais aimé comme moi, la seule à le voir comme une maison au lieu d'un investissement. J'avais tenu sa main, incapable de parler. Promettez-moi de vous battre pour elle,
avait-elle chuchoté. Ils essaieront de la prendre. Promettez-moi de ne pas les laisser faire. J'avais promis. 6 jours plus tard, elle mourut paisiblement dans son sommeil dans la chambre donnant sur l'océan qu'elle avait aimé pendant 4 décennies. La lecture du testament avait été un cauchemar. Mes parents étaient arrivés s'attendant à tout diviser en 3. Au lieu de cela, ils découvrirent que la maison de plage, d'une valeur d'environ 2 600 000 € avait été placée dans une fiducie irrévocable avec moi comme unique bénéficiaire. Le reste de sa modeste succession était partagé entre mes frères et sœurs. Ma mère s'était levée, le visage blanc de fureur. Elle n'était pas dans son bon sens. Nous allons contester cela. L'avocat avait calmement produit des dossiers médicaux prouvant la pleine capacité mentale de ma grand-mère jusqu'à sa mort, ainsi que des conversations documentées sur ses intentions. Mon père s'était tourné vers moi, la voix froide. « Vous avez manipulé une femme mourante. » Je n'avais pas répondu. Il n'y avait rien à dire qu'ils entendraient. Ils avaient quand même contesté. Pendant 8 mois, les avocats avaient échangé des lettres pendant que la maison de plage restait vide, bloquée dans les limbes légales. J'y avais rendu visite 2 fois par semaine, la gardant propre, entretenant la propriété et payant les services publics avec mon salaire d'enseignante. 2 semaines auparavant, mon avocat m'avait appelé avec des nouvelles, la contestation avait été rejetée. La maison était légalement, irrévocablement, complètement mienne. Je n'avais pas prévenu ma famille. J'avais attendu de voir ce qu'ils feraient. Maintenant, je savais. Je me garais dans l'allée à 8h34 du matin. Un camion de démolition massif était déjà stationné dans la rue, ainsi que la Mercedes de mes parents, la BMW de mon frère et la Lexus de ma sœur. Une petite foule de membres de la famille élargie se tenait sur le trottoir, des tantes, des oncles, des cousins qui m'avaient à peine parlé depuis les funérailles. Ma mère se tenait près du porche d'entrée, gesticulant de manière animée devant un homme avec un casque jaune et un gilet de sécurité, le contremaître vraisemblablement. Mon père filmait tout avec son téléphone, documentant déjà ce qu'il croyait être une triomphante récupération familiale. Je me garais de l'autre côté de la rue et restais assise dans ma voiture un instant, à regarder. Mes mains étaient stables. Ma respiration était calme. Je savais que ce moment arrivait depuis le jour de la mort de ma grand-mère. Je m'y étais préparé légalement et émotionnellement. Le contremaître hochait la tête devant quelque chose que ma mère disait. Elle sortit des papiers, probablement le contrat de démolition et les permis qu'elle avait réussi à obtenir d'une manière ou d'une autre. Je me demandais ce qu'elle avait dit à la ville, quel mensonge elle avait construit pour obtenir l'autorisation de détruire la propriété de quelqu'un d'autre. Mon frère me remarqua le premier. Il s'approcha de ma voiture, tapant sur la fenêtre. Je la baissai. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, non sans gentillesse, mais fermement. C'est une affaire de famille, n'est-ce pas? La maison est démolie aujourd'hui. Maman et papa ont pris la décision. C'est pour le mieux. L'endroit s'écroule de toute façon, et la valeur du terrain est substantielle. Nous allons partager le produit en 3. Malgré, il marqua une pause délicate, malgré les complications avec le testament de grand-mère, le testament qui m'a donné la maison. Sa mâchoire se crispa. Un testament qui est contesté. Le tribunal finira par reconnaître que grand-mère n'était pas lucide. En attendant, la famille prend les mesures nécessaires pour préserver l'actif en le détruisant, en le liquidant de la manière la plus rentable possible. Il recula. Rentre chez toi. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Je sortis de la voiture. Ma mère me repéra immédiatement. Son expression passa de l'irritation à quelque chose de plus dur. Je t'ai dit que cela allait arriver. Il n'y a aucune raison que tu sois ici. Il y a toutes les raisons. La décision a été prise. Les permis sont déposés. L'entreprise est payée. Cette décharge est démolie, et nous allons enfin tirer de la valeur de la propriété. Décharge, dis-je. Je regardais la maison que ma grand-mère avait aimée. C'est comme ça que vous l'appelez? Regardez-la objectivement. Ma mère désigna le revêtement usé par les intempéries, la rampe de porche légèrement affaissée. Elle n'a pas été entretenue correctement depuis des années. La fondation a probablement des dégâts des eaux. Le toit doit être remplacé. Il coûterait plus cher de la rénover que ce qu'elle vaut. Je l'ai entretenue chaque semaine pendant 8 mois.
Ma sœur rit de l'endroit où elle se tenait près du camion de démolition. Entretenu avec quel argent? Tu peux à peine te payer ton studio avec un salaire d'enseignante. Plusieurs cousins ricanèrent. Oncle Marc secoua la tête tristement, comme si ma pauvreté était un échec personnel contre lequel il avait essayé de me prévenir. C'est ce qui arrive quand on fait des choix peu pratiques, ajouta mon père, filmant toujours. Tu as abandonné tes études de maîtrise. Tu as gaspillé 2 ans à prendre soin de quelqu'un qui avait des mois à vivre. Tu as choisi une carrière qui paie à peine un salaire décent. Et maintenant, tu es surprise que des adultes prennent des décisions d'adultes concernant des actifs de valeur. Le contremaître s'éclaircit la gorge. Les gens, je dois commencer. Nous perdons du temps. Ma mère se tourna vers lui avec un sourire éclatant, celui qu'elle utilisait pour les prestataires de services et les parents éloignés. Bien sûr. Veuillez commencer dès que vous êtes prêt. Madame, j'ai encore besoin de l'autorisation du propriétaire. Vous m'avez montré les permis, mais pour une démolition de cette taille, j'ai besoin d'une autorisation signée du propriétaire enregistrée auprès du comté. Je vous ai dit que j'étais la propriétaire. La propriété est dans une fiducie familiale et je suis la représentante de la famille. Le contremaître sembla mal à l'aise. Les registres du comté indiquent un nom différent. Une mademoiselle. Il vérifia son presse-papier. Une mademoiselle Lefebvre, prénom. C'est elle, interrompit mon père, me pointant du doigt. C'est notre fille. Elle est ici. Elle peut signer tout ce dont vous avez besoin. Chaque membre de ma famille se tourna pour me regarder. Le contremaître s'approcha, presse-papier à la main. Vous êtes la propriétaire indiquée sur l'acte? Oui. Bien. J'ai juste besoin de votre signature autorisant la démolition, et nous pouvons commencer. Je regardais le presse-papier, ma famille observant avec des expressions allant de la satisfaction suffisante à l'irritation à peine dissimulée que je sois même présente, le camion de démolition tournant au ralenti dans la rue, prêt à démolir 42 ans de souvenirs. Non, dis-je clairement. Le contremaître cligna des yeux. Je suis désolé. Je n'autorise pas cette démolition. Ceci est ma propriété, et je ne consens pas à sa destruction. Le silence dura 3 secondes complètes. Puis ma mère rit. Arrête d'être dramatique. Signe les papiers. Je ne signerai rien. C'est ma maison. C'est une propriété de famille, dit mon père, la voix montant. Votre grand-mère l'a laissée à la famille. Et nous avons décidé. Elle me l'a laissée. À moi seul. Dans une fiducie irrévocable qui a été légalement validée il y a 2 semaines lorsque votre contestation a été rejetée. Le visage de mon frère devint pâle. Ce n'est pas. Le tribunal n'a pas appelé votre avocat. Je sortis mon téléphone, ouvris mon courriel et lui montrai l'ordonnance du tribunal datée de 14 jours auparavant. Le snore m'échappa. La propriété est à moi, la fiducie est valide, et aucun de vous n'a de droit légal sur cette maison. Ma sœur arracha le téléphone de ma main, lisant rapidement. Son visage passa de pâle à rouge. Ce n'est pas possible. Grand-mère n'aurait jamais. Si. Nous en avons discuté longuement pendant les mois où j'ai pris soin d'elle alors que vous étiez tous trop occupés pour lui rendre visite. Tu l'as manipulée, siffla ma mère. Tu as profité d'une femme malade et mourante. Je l'aimais, ce qui est plus que ce que n'importe lequel d'entre vous a fait. Mon père s'avança, son doigt se dirigeant vers ma poitrine. Comment oses-tu? Nous aimions notre mère. Toi, tu aimais son argent. Tu aimais ce qu'elle pouvait te donner. Mais vous ne l'aimiez pas assez pour vous asseoir avec elle pendant la chimiothérapie. Vous ne l'aimiez pas assez pour changer sa literie quand elle était trop faible pour le faire elle-même. Vous ne l'aimiez pas assez pour lui tenir la main pendant les nuits où elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle avait peur de mourir seule. Nous avions des responsabilités, dit ma sœur, des carrières, des familles, des obligations. J'avais ça aussi. J'ai juste choisi différemment. Le contremaître s'éclaircit la gorge. Alors, vous n'autorisez pas la démolition? Je ne l'autorise pas. Mais, madame, votre famille ici nous a engagés, à payer la compte. Ils vous ont engagé pour détruire une propriété qu'ils ne possèdent pas. C'est illégal. La voix de ma mère était glaciale. Toi, petite ingrate, égoïste. Madame,
interrompit le contremaître, sa voix ferme. Si cette dame est la propriétaire légale et qu'elle n'autorise pas le travail, je ne peux pas procéder. Ce serait de la destruction de propriété privée. Elle est déraisonnable. La maison tombe en ruine. C'est un actif familial, et nous avons tous les droits. Non, madame. Vous n'avez pas. Pas si elle en est la propriétaire. Il se tourna vers moi. Avez-vous des documents de propriété? Je lui tendis mon téléphone avec l'acte, le certificat de fiducie et l'ordonnance du tribunal affichée. Il lut attentivement, son expression devenant plus mal à l'aise à chaque document. C'est assez clair. Vous êtes l'unique propriétaire, et le tribunal l'a validé il y a 2 semaines. Il regarda mes parents. Pourquoi m'avez-vous dit que vous aviez l'autorisation? Parce que nous pensions, commença mon père. Avez-vous dit à la ville que vous étiez les propriétaires lorsque vous avez déposé les permis? Nous avons dit que nous étions des représentants de la famille. D'une propriété que vous ne possédez pas. La voix du contremaître se durcit. C'est de la fraude, monsieur. Je pourrais perdre ma licence pour avoir procédé à ce travail. Attendez une minute, commença mon père. Mais le contremaître retournait déjà à son camion, sortant son propre téléphone. Je dois appeler mon patron et probablement le bureau des permis de la ville. Tout cela est un cauchemar de responsabilité. Mon oncle Marc s'avança, essayant sa voix de médiateur jovial. Calmons-nous tous. C'est une affaire de famille. Bien sûr, nous pouvons arranger les choses. La maison ne vaut pas ce conflit. Pourquoi ne signez-vous pas simplement les papiers, gamine? Nous partagerons le produit du terrain. Tout le monde y gagne. Je ne vends pas. Tu es enfantine, ajouta ma tante Catherine, tu t'accroches à cet endroit par méchanceté. Je m'y accroche parce que ma grand-mère voulait que je l'aie, parce qu'elle savait exactement ce qui se passerait si elle la laissait à la famille. Je les regardais chacun. Elle savait que vous la verriez comme un investissement à liquider. Elle voulait quelqu'un qui la verrait comme une maison. Une maison que tu n'as pas les moyens d'entretenir, dit mon frère. Sois réaliste. Les taxes foncières seules sont plus élevées que ton salaire mensuel. L'assurance, les réparations, l'entretien. Tu vas la perdre de toute façon d'ici à 1 an. Pourquoi ne pas vendre maintenant pendant que tu peux encore en tirer de la valeur? Parce que ce n'est pas une question d'argent. Le rire de ma mère était amer. Bien sûr que tu dirais ça. Tu n'as jamais compris la valeur de l'argent parce que tu n'en as jamais eu. Tu as passé toute ta vie d'adulte à gagner le salaire minimum, à vivre dans la pauvreté, à prétendre qu'être noble est la même chose qu'avoir du succès. Je ne vis pas dans la pauvreté. Je vis selon mes moyens. Tu vis dans un studio de 35 mètres carrés, cria ma sœur. Tu conduis une voiture de 15 ans. Tu achètes tes vêtements dans des friperies. Tu as 34 ans, sans épargne, sans fonds de retraite, sans actifs, à l'exception d'une maison dont tu as hérité par manipulation. Je n'ai manipulé personne. J'aimais grand-mère. J'ai pris soin d'elle et elle m'a laissé cette maison parce qu'elle savait que je l'apprécierais pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle vaut. C'est exactement le genre de pensée émotionnelle et peu pratique qui t'a maintenu pauvre toute ta vie, dit mon père. Tu aurais pu terminer ta maîtrise. Tu aurais pu poursuivre une vraie carrière. Au lieu de cela, vous avez choisi de jeter 2 ans en prenant soin de quelqu'un qui allait mourir de toute façon. Sortez. Tout le monde s'arrêta. Quoi, dit ma mère. Quittez ma propriété, vous tous. Tu n'es pas sérieuse. Je suis complètement sérieuse. Ceci est ma maison, ma terre, et je vous dis de partir. Maintenant. Mon frère rit d'incrédulité. Tu vas mettre ta propre famille à la porte? Vous étiez sur le point de démolir ma maison sans ma permission. Vous avez menti aux entrepreneurs, falsifié des demandes de permis et commis une fraude pour détruire quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, oui, je vous demande de quitter ma propriété. Le contremaître revint, l'air sombre. J'ai parlé à mon superviseur et au bureau des permis de la ville. Les permis ont été délivrés sur la base de fausses informations sur la propriété. Ils sont en cours de révocation et la ville ouvre une enquête sur la demande de permis. Le visage de mon père devint blanc. Une enquête? Oui, monsieur. La falsification de demande de permis est une infraction pénale. La ville la prend très au sérieux.
Il me regarda en s'excusant. Madame, je suis désolé de cette situation. Mon entreprise n'avait aucune idée que l'autorisation n'était pas légitime. Nous vous rembourserons la compte moins les frais de mobilisation et nous partons maintenant. Qu'en est-il de notre contrat, exigea ma mère. Votre contrat était basé sur des informations frauduleuses. Il est nul. Il monta dans son camion. Je vous recommande de prendre un conseil juridique. L'enquêteur de la ville vous contactera probablement. Le camion de démolition démarra bruyamment et s'éloigna du trottoir. Nous restâmes tous en silence, le regardant disparaître sur la route côtière. Puis ma mère se tourna vers moi, son visage transformé par la rage. Tu as détruit cette famille. Non, j'ai protégé ce que grand-mère m'a laissé. Elle était sénile, confuse. Tu as profité. Le tribunal n'était pas d'accord. Les dossiers médicaux ont prouvé qu'elle était complètement compétente. Vous ne pouvez pas accepter qu'elle ait fait un choix que vous n'aimez pas. Ma sœur pleurait maintenant, des larmes de colère coulant sur son visage. Elle ne nous a rien laissé. Nous étions ses enfants et elle ne nous a rien laissé, à part cette misérable part entre nous. Elle vous a laissé exactement ce que vous méritiez compte tenu de la façon dont vous l'avez traité. Mon père s'approcha, sa voix basse et menaçante. Si tu penses que tu as gagné, tu as tort. Nous allons te rendre la vie infernale. Nous allons contester cela à nouveau. Nous allons t'embourber dans des batailles juridiques jusqu'à ce que tu sois ruiné par les honoraires d'avocat. Nous veillerons à ce que tu n'aies jamais un moment de paix, monsieur Duval. Nous nous tournâmes tous. Une voiture de police s'était arrêtée au trottoir et 2 officiers en sortaient. L'officier le plus âgé s'approcha, son expression neutre mais alerte. Je suis l'officier Dubois. Nous avons reçu un appel concernant un éventuel différend de propriété et une fraude potentielle. Je levai légèrement la main. J'ai appelé. Je suis la propriétaire et ces individus ont tenté de faire démolir ma maison sans autorisation. C'est une affaire de famille, protesta ma mère. C'est notre fille. C'est un malentendu. Madame, si vous avez tenté de détruire la propriété de quelqu'un d'autre sans autorisation, ce n'est pas une affaire de famille. C'est criminel. L'officier Dubois me regarda. Avez-vous des documents de propriété? Je lui montrai les mêmes documents que j'avais montrés au contremaître. Il les lut attentivement, puis regarda mes parents. Avez-vous déposé des permis de démolition pour cette propriété? Nous sommes les représentants de la famille, commença mon père. Êtes-vous répertorié comme propriétaire sur l'acte? Non. Mais avez-vous informé la ville que vous n'étiez pas les propriétaires légaux lorsque vous avez demandé les permis? Silence. Je vais prendre ça pour un non. L'officier Dubois prit des notes sur un petit bloc. L'enquêteur de la ville vous contactera au sujet de la demande de permis frauduleuse. C'est une accusation de délit, potentiellement aggravée selon l'intention de commettre une fraude immobilière. Mon frère retrouva sa voix d'avocat. Officier, c'est clairement une affaire civile impliquant un héritage contesté. Monsieur, les documents judiciaires ici montrent que l'héritage a été réglé il y a 2 semaines. Ce n'est pas un héritage contesté. Ceci est une tentative de destruction de propriété privée par des individus qui n'en sont pas les propriétaires. Il me regarda. Madame, voulez-vous que ces individus soient retirés de votre propriété? Chaque membre de ma famille me regarda fixement. Le visage de ma mère était un masque de fureur et d'incrédulité. Mon père avait l'air d'avoir été frappé. Ma sœur pleurait toujours, mais maintenant avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Mon frère était devenu très pâle, calculant probablement les conséquences professionnelles d'une enquête criminelle. Oui, dis-je doucement. Je veux qu'il parte. Vous avez entendu la propriétaire, dit l'officier Dubois. Ceci est une propriété privée et elle vous demande de partir. Si vous refusez, vous serez arrêté pour intrusion. C'est insensé, murmura mon oncle Marc. Mais il marchait déjà vers sa voiture. Un par un, ils partirent. Mes cousins d'abord, embarrassés et désireux de se distancier du drame. Ma tante Catherine jetant des regards noirs par-dessus son épaule. Mes frères et sœurs. Ma sœur pleurant toujours. Mon frère passant des appels urgents sur son téléphone, probablement à son avocat. Mes parents furent les derniers. Ma mère se tint à la porte de sa voiture, sa main sur la poignée,
me fixant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Plus de colère. Quelque chose de plus froid. Tu n'es plus notre fille, dit-elle. Je sentis les mots frapper, sentis leur finalité. Une partie de moi avait toujours espéré qu'il finirait par me voir clairement, qu'un jour il comprendrait les choix que j'avais faits et pourquoi je les avais faits. Mais il ne le ferait pas. Il ne pouvait pas. Je n'ai jamais été la fille que vous vouliez, dis-je. J'accepte simplement cela finalement. Elle monta dans la voiture. Mon père démarra le moteur sans me regarder. Ils s'éloignèrent. Tous s'éloignèrent. Je me tins dans l'allée de la maison de plage de ma grand-mère, ma maison de plage, et regardai la dernière voiture disparaître au coin. L'officier du bois s'approcha doucement. Ça va? Oui. Les conflits familiaux sont rudes, surtout pour une propriété. Il n'a jamais été question de la propriété, dis-je. Non pas pour moi, en tout cas. Il hocha la tête, comprenant. Vous aurez probablement besoin de déposer une ordonnance restrictive s'il continue de vous harceler, et je vous recommanderais de changer les serrures aujourd'hui. Un serrurier arrive dans 1 heure. Intelligent. Il me tendit une carte. S'ils reviennent sans votre permission, appelez immédiatement. Compte tenu de la tentative de fraude d'aujourd'hui, le juge accordera probablement une ordonnance de protection si nécessaire. Merci. Lui et son partenaire partirent. Je montai les marches du Porsche, mes pieds connaissant chaque planche qui grinçait. Je déverrouillai la porte d'entrée avec la clé que ma grand-mère m'avait donnée il y a des années, et j'entrai. La maison sentait l'air salin et le vieux bois et les souvenirs. Je traversai le salon où ma grand-mère et moi avions passé d'innombrables soirées, la cuisine où elle m'avait appris à faire sa célèbre chaudrée de palourdes, jusqu'à la terrasse où nous avions regardé le coucher du soleil lors de son dernier jour conscient. L'océan était exactement comme il l'avait toujours été, infini, immuable et magnifique. Mon téléphone bourdonna. Un message de mon avocat. J'ai entendu parler de ce matin. Ça va? Appelle-moi quand tu pourras. Un autre message. Celui-ci de ma principale. Un parent d'élève a mentionné avoir vu la police à une maison de plage. Tout va bien? Et un de plus d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est le contremaître de démolition. Vraiment désolé pour aujourd'hui. Pour ce que ça vaut, cette maison est magnifique. J'espère que vous la garderez. Je m'assis sur les marches de la terrasse, sentant le soleil sur mon visage, entendant les vagues s'écraser sur le rivage. Mon téléphone sonna. Ma mère. Je laissai le répondeur prendre. Il sonna à nouveau. Mon frère. Répondeur. Puis ma sœur. Répondeur. Ils continueraient d'appeler, d'essayer, de pousser et de manipuler et de menacer jusqu'à ce que je leur donne ce qu'ils voulaient ou que je m'épuise à les combattre. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prendre. Non pas parce que je m'étais battu pour cela, même si je le ferais. Non pas parce que j'avais gagné, même si c'était le cas. Mais parce que ma grand-mère m'avait vu clairement quand personne d'autre ne le voulait. Elle m'avait aimé assez pour protéger la seule chose qu'elle savait qui m'importerait. Elle m'avait fait confiance avec l'endroit autour duquel elle avait construit sa vie, sachant que je l'honorerais de la même manière qu'elle. Le serrurier arriva à 10h47. À midi, toutes les serrures de la maison étaient changées. Le soir, j'avais déménagé les quelques affaires qui m'importaient de mon studio dans la petite chambre qui avait été la mienne chaque été de mon enfance. Au moment où le soleil se coucha, j'étais assise sur la terrasse avec une tasse de thé, regardant le ciel devenir orange, rose et violet sur l'eau dans la maison que ma grand-mère avait aimée, la maison qui était maintenant mienne. Mon téléphone bourdonna une fois de plus, ma mère encore. Cette fois, je bloquai le numéro. Puis je bloquai celui de mon père, de mon frère, de ma sœur. Demain, j'appellerai mon avocat au sujet des ordonnances restrictives. Je contacterai l'enquêteur de la ville pour donner une déclaration complète. Je trouverai un moyen pour les finances, les taxes foncières, le calendrier d'entretien. Demain, je commencerai le travail compliqué de protection de ce qui était à moi. Mais ce soir, j'étais assise dans la maison que ma grand-mère avait bâtie avec son propre succès, qu'elle avait remplie de son propre amour, qu'elle avait laissée à la seule personne qui la voyait comme elle, non pas comme un investissement, mais comme une maison. Les vagues s'écrasaient sur le rivage.
Les cyprès bruissaient dans le vent. La maison s'installa autour de moi, le vieux bois craquant avec des sons que j'avais connus toute ma vie.